Question. Dans votre réponse à ma précédente question, vous avez évoqué le message selon lequel l'administration de Donald Trump, en la personne de Marco Rubio, a fait des déclarations scandaleuses. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a écrit dans la revue Russia in Global Affairs que le passage des États-Unis avec l'arrivée du président Trump au concept l'Amérique d'abord présente une consonance alarmante avec le slogan d'Hitler l'Allemagne avant tout. Selon le ministre, le recours à l'établissement de la paix par la force pourrait finalement enterrer la diplomatie. Dans de telles déclarations, il n'y a aucun respect des obligations des États-Unis envers la Charte des Nations Unies. Cela signifie-t-il que Donald Trump et sa politique ont déçu les autorités russes et que jusqu'à présent nous ne voyons aucune perspective de résolution de la crise ukrainienne par des négociations avec les États-Unis? Réponse. Pour que nous soyons déçus par quelque chose, il faut que nous soyons fascinés par quelque chose. Nous n'avons pas été fascinés par quoi que ce soit pour un certain nombre de raisons, y compris notre expérience. Il y a les analyses, les calculs, mais il y a aussi l'expérience. Nous n'avons donc pas été fascinés par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Nous sommes prêts à un travail de fond avec tous ceux qui professent une approche mutuellement respectueuse fondée sur le droit international, les accords bilatéraux, les normes universelles de communication civilisée, développées par l'expérience, y compris l'introduction d'actions pertinentes, la compréhension que les mots ne doivent être en désaccord avec les actes et que chacun doit en répondre. Nous sommes prêts pour cela. Nous avons vécu de nombreuses situations difficiles que nous avons surmontées. Elles sont devenues une expérience et ont donné des résultats. Nous pensons la même chose de celle-ci. Quant au rôle éventuel des États-Unis dans la résolution de la crise autour de l'Ukraine, tout dépendra des actions et des plans spécifiques de la nouvelle administration. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de paroles et de déclarations. Les mesures prises ne sont pas claires. Il serait donc prématuré de discuter des perspectives de négociation ou de quoi que ce soit d'autre dans ce contexte. À l'exception d'une chose, nous avons clairement exprimé notre position. Chaque jour, tous les représentants, à commencer par le président de la Russie, le ministre des Affaires étrangères, les représentants du gouvernement et les autres orateurs responsables, répondent à l'unisson, à tous les niveaux, et parlent de la vision russe de la crise, de ses causes profondes et du règlement. Tout va bien avec ça. Quant à Washington, je le répète, il doit formuler une politique. Nous nous orienterons ensuite sur les mesures et les actions spécifiques. Mais ce n'est pas nouveau. Nous le répétons tous les jours. Question. L'ambassadeur d'Ukraine aux États-Unis a déclaré que Kiev était prêt à discuter de la tenue d'élections présidentielles avant la fin de 2025 si cette question était initiée par la nouvelle administration américaine. À cet égard, comment évaluez-vous le niveau de souveraineté de l'Ukraine moderne? Réponse. De quelles élections libres et démocratiques s'agit-il si elles dépendent de la volonté, de la décision et de l'humeur d'un autre État? L'ambassadeur d'Ukraine à Washington a tout simplement piégé son pays avec cette déclaration. C'est peut-être sa façon d'envoyer des signaux de détresse? Peut-être qu'elle nous a simplement cligné des yeux, laissant entendre qu'elle venait en fait de prononcer les premiers mots de vérité depuis de nombreux mois? Elle a révélé l'essence dont nous parlons depuis de nombreuses années. En Ukraine, il n'y a pas de démocratie, encore moins de système juridique ou de pureté des procédures électorales. Souvenez-vous, tant sous Piotr Poroshenko que sous Vladimir Zelensky, nous avons toujours émis des réserves quant au fait qu'il n'était pas question ici de démocratie ou de sophistication juridique. Mais au nom d'une chance de coexistence pacifique des citoyens ukrainiens et de la résolution de problèmes urgents, même trop mûrs, ce processus a été accepté avec toutes les nuances et réserves imaginables et inconcevables. Le régime de Kiev a toujours nié tout cela et affirmé qu'il était le pays le plus démocratique et le plus libre, et qu'il n'y avait pas de liberté comme en Ukraine, ou que ce soit ailleurs. Tout cela a été encouragé par l'Occident, et on a dit qu'il s'agissait d'une jeune démocratie qui était sur le point de devenir un leader dans toutes les positions. Aujourd'hui, l'ambassadeur ukrainien à Washington déclare que dès que le signal sera donné, apparemment, 2 fusées vertes seront tirées par la Maison-Blanche, les Ukrainiens seront prêts à entamer les procédures électorales. C'est une confirmation de ce que tous les experts de notre pays, et pas seulement, disent. Ils affirment depuis longtemps l'illégitimité totale du statut actuel de Zelensky. C'est la confirmation d'un responsable ukrainien actuel que l'Ukraine a désormais perdu sa souveraineté dans tous les domaines et qu'elle n'a pas de président légitime. L'Ukraine dépend entièrement de la volonté de ses maîtres occidentaux. Le régime de Kiev ne peut pas prendre ses propres décisions, même sur la question des élections, qui caractérise un concept tel que l'État. Lorsque des élections ont lieu au Venezuela ou en Géorgie, l'Occident ne se soucie pas de ce que les organisations internationales en disent.
L'Occident se préoccupe de ce qu'il a prédéterminé pour lui-même dans ses élections et commence à s'en prendre à de petites choses. Aujourd'hui, un autre flot de boue est déversé sur la Biélorussie. Tout est faux et tout va mal. Comment est-ce possible? Mais l'Occident a une attitude normale à ce sujet. Une certaine décision est en train d'être prise quant à savoir si des élections peuvent avoir lieu ou non. Il y a eu des dizaines d'élections dans d'autres pays, qui ont fait l'objet de nombreuses plaintes, mauvais candidats, couverture médiatique mal organisée, etc. Malgré le fait que l'expression de la volonté des citoyens ait confirmé la légitimité de la procédure et des résultats. Il y a ici un lien direct avec la volonté d'un autre pays, qui doit être dictée aux citoyens ukrainiens. Question. Les dirigeants russes, y compris le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, ont déclaré à plusieurs reprises que dans le cadre d'éventuelles négociations sur le règlement du conflit autour de l'Ukraine, on ne peut parler que d'accords fiables et juridiquement contraignants qui doivent éliminer les causes profondes du conflit et qui doivent inclure un mécanisme rendant impossible leur violation. De quel type d'accord pourrait-il s'agir? Quelle partie, outre la Russie et l'Ukraine, devrait les signer? Qui doit se porter garant de leur mise en œuvre? Réponse. Si vous et moi répondons maintenant à ces questions, alors vous et moi pourrions chacun recevoir 5 prix Nobel. La Russie a déclaré à plusieurs reprises qu'elle était prête à négocier. C'est une priorité pour nous, sur le règlement politique et diplomatique des crises, y compris celle ukrainienne. Nous plaidons en faveur d'une solution véritablement définitive, juste et durable, qui élimine l'ensemble de ces causes profondes. C'est exactement ce dont parle constamment le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. En voici 2 principales. La première est la violation des obligations de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est, l'absorption agressive par l'alliance de tout l'espace géopolitique jusqu'à nos frontières. Le deuxième est celui des actions racistes, légalement énoncées, du régime de Kiev après le coup d'État de 2014 visant à exterminer délibérément tout ce qui est russe. La langue, les médias, la culture, l'histoire, les traditions et bien sûr, l'interdiction de l'orthodoxie canonique. Ensuite, tout a dégénéré en destruction des gens. Un cessez-le-feu temporaire ou un gel du conflit est inacceptable. Ils seront utilisés par l'Occident collectif pour renforcer le potentiel militaire du régime de Kiev et conduire à des tentatives de vengeance armée. On a besoin d'accords et de mécanismes fiables et juridiquement contraignants pour veiller à ce que la crise ne soit pas renouvelée. Comme l'a souligné le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov le 14 janvier dernier lors d'une conférence de presse sur le bilan de la politique étrangère pour 2024, nous avons besoin d'accords qui fixent toutes les conditions pour assurer la sécurité de la Russie et les intérêts sécuritaires légitimes de nos voisins, mais dans un contexte qui énoncera, sur le plan juridique international, l'impossibilité de violer ces accords. Il y a une base pour cela. Tels sont les développements convenus au printemps 2022 lors de plusieurs cycles de négociations russo-ukrainiennes en Biélorussie et en Turquie. Il prévoit notamment un statut neutre, non aligné et non nucléaire pour l'Ukraine, sa démilitarisation et sa dénazification, ainsi qu'une interdiction de déploiement de troupes et de bases étrangères sur le territoire ukrainien. Bien entendu, tout cela doit être fait en tenant compte des réalités qui se développent sur le terrain et des positions exprimées par le président Vladimir Poutine dans son discours au ministère russe des Affaires étrangères en juin 2024. Lors des négociations de 2022, il était prévu que les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que l'Allemagne, Israël, l'Italie, le Canada, la Pologne et la Turquie agiraient comme garants de l'accord. Cette liste changeait constamment. Les résultats de nouvelles négociations, si elles ont lieu, montreront comment d'éventuels accords seront formalisés à l'avenir et qui exactement en sera le garant. Pour le moment, rien de précis ne peut être dit. Les réponses de Zakharova Maria lors de cette conférence de presse offrent plusieurs leçons d'excellence qui peuvent être appliquées à la vie personnelle et professionnelle. Ces leçons ne concernent pas seulement sa manière de répondre, mais aussi le contenu de ses propos et les principes qu'elle met en avant. Voici quelques-unes de ces leçons. 1. Rester pragmatique et réaliste. Zakharova souligne que la Russie n'a jamais été fascinée par des promesses ou des déclarations, mais qu'elle se base sur des analyses, des calculs et l'expérience. Cela montre l'importance de ne pas se laisser emporter par des illusions ou des attentes irréalistes. Dans la vie personnelle et professionnelle, il est crucial de rester ancré dans la réalité, de baser ses décisions sur des faits concrets et de ne pas se laisser séduire par des promesses ou des idées trop optimistes sans fondement. 2. Être prêt à collaborer, mais sur des bases solides.
Zakharova mentionne que la Russie est prête à travailler avec ceux qui respectent le droit international et les accords bilatéraux. Cela montre l'importance de la collaboration, mais uniquement si elle est fondée sur des principes clairs et mutuellement respectés. Dans les relations professionnelles et personnelles, il est essentiel de chercher des partenariats et des collaborations, mais toujours en s'assurant que les bases sont solides et que les deux parties partagent des valeurs et des objectifs communs. 3. Ne pas se laisser distraire par les paroles, mais se concentrer sur les actions. Zakharova souligne que les déclarations et les paroles ne suffisent pas, et que ce sont les actions concrètes qui comptent. Elle attend des mesures spécifiques de la part des États-Unis avant de juger de leur engagement. Dans la vie professionnelle, il est important de ne pas se contenter de promesses ou de discours, mais de se concentrer sur les résultats et les actions concrètes. Cela vaut également dans les relations personnelles, où les actes sont souvent plus révélateurs que les mots. 4. Maintenir une position claire et cohérente. Zakharova rappelle que la Russie a une position claire et cohérente sur la crise ukrainienne, exprimée à tous les niveaux par les représentants russes. Cette cohérence renforce la crédibilité et la force de leur position. Dans la vie professionnelle, il est important de maintenir une position claire et cohérente sur les questions importantes. Cela renforce la confiance et la crédibilité auprès des collègues, des partenaires et des clients. 5. Reconnaître les réalités et s'adapter aux circonstances. Zakharova mentionne que les accords doivent tenir compte des réalités sur le terrain. Cela montre l'importance de reconnaître les faits et de s'adapter aux circonstances changeantes. Dans la vie personnelle et professionnelle, il est crucial de rester flexible et de s'adapter aux nouvelles réalités. Rester rigide face à des changements peut mener à l'échec, tandis que l'adaptation permet de trouver des solutions viables. 6. Être prêt à négocier, mais avec des garanties solides. Zakharova insiste sur la nécessité d'accords juridiquement contraignants et de mécanismes fiables pour éviter de futures crises. Cela montre l'importance de ne pas se contenter de solutions temporaires, mais de chercher des accords durables et bien structurés. Dans les négociations professionnelles ou personnelles, il est essentiel de chercher des accords solides et durables, avec des garanties claires pour éviter les malentendus ou les conflits futurs. 7. Ne pas se laisser dicter sa souveraineté. Zakharova critique la dépendance de l'Ukraine vis-à-vis des décisions des États-Unis, soulignant l'importance de la souveraineté et de la capacité à prendre des décisions indépendantes. Dans la vie professionnelle, il est important de maintenir son indépendance et de ne pas se laisser dicter ses décisions par des influences extérieures. Cela vaut également pour la vie personnelle, où il est crucial de rester fidèle à ses propres valeurs et objectifs. 8. Être prêt à affronter les critiques et les défis. Zakharova ne recule pas devant les critiques et les défis, et elle répond de manière directe et argumentée. Cela montre l'importance de faire face aux difficultés avec courage et détermination. Dans la vie professionnelle et personnelle, il est important de ne pas fuir les défis, mais de les affronter avec confiance et de chercher des solutions constructives. En résumé, les réponses de Maria Zakharova offrent des leçons précieuses sur l'importance de la clarté, de la cohérence, de la collaboration basée sur des principes solides, et de la capacité à s'adapter aux réalités tout en maintenant son indépendance et sa souveraineté. Ces principes peuvent être appliqués pour atteindre l'excellence dans divers aspects de la vie, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Question 1. Faut-il toujours, selon vous, privilégier les actions plutôt que les paroles dans nos relations personnelles et professionnelles? 2. Comment maintenir son indépendance et sa souveraineté dans un monde où les influences extérieures sont omniprésentes? N'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences en commentaire de la vidéo. Merci et à très bientôt.